les LED, les petites ampoules LED là, et tout, ça, au cœur du fonctionnement de la LED, vous avez un petit peu de nitrure de gallium. Le gallium, c'est un métal rare, c'est un sous-produit de l'aluminium. Ce gallium qu'on extrait dans les usines de production d'alumine, parce que l'aluminium, ça se fait en 2 étapes, ce gallium qui sort de la métallurgie, il a une pureté de 99,9%. Les chimistes disent 3N. Totalement insuffisant pour les applications électroniques comme les LED. Il faut le purifier à 6 ou 7N. 6N, ça veut dire 99, et 49 derrière la virgule. Donc un métal très pur. Eh bien, ça, ce sont des PME hyper spécialisées qui ont un know-how. C'est souvent des entreprises de quelques dizaines de personnes qui ont un know-how très particulier pour l'ultra-purification du métal. Sauf que si vous mettez une croix, cette PME disparaît, vous mettez une croix là, tout ce qui est derrière, et qui peut être par exemple un Airbus ici, ou une voiture, ou une éolienne, ou tout ce que vous voulez, eh bien, crac, ça s'arrête aussi. Or, nous vivons dans des sociétés, nous vivons dans un monde, en Occident, d'une grande fragilité, parce que nos sociétés industrielles ont développé des concepts comme just in time, zéro stock, c'est-à-dire, quand je suis fabricant de voitures, je n'ai pratiquement plus de stock, je suis livré au fur et à mesure de mes besoins. Je n'entrepose pas chez moi des stocks monstrueux de moteurs, de boîtes de vitesse, etc. Le just in time, c'est juste à temps, c'est-à-dire je suis organisé pour recevoir les choses juste au moment où j'en ai besoin. Alors ça, c'est merveilleux quand tout ce système-là ronronne et qu'il est sous contrôle, mais il risque fort de ronronner de moins en moins bien en Occident. Parce que vous allez voir qu'une partie de ce cycle, il n'a plus lieu en Occident. Et en partie ce qu'on appelle la désindustrialisation. Et ça menace gravement ce qui est en aval. Alors qu'est-ce qu'il faut? C'est pour vous montrer un peu la complexité des choses. Ici, ce sont les étapes pour démarrer une mine. Alors en jaune, il y a un fond jaune et un fond vert. En fond jaune, c'est le rôle de l'État, en général, à travers le monde, et en vert, c'est plutôt le rôle des investisseurs privés. Alors l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des cartes géologiques et des inventaires, en utilisant des méthodes géophysiques, etc., à grande échelle, pour montrer où, sur le territoire d'un pays, il y a du potentiel minéral. En France, on a fait ça de 1975 à 1992, et puis ça s'est arrêté. Parce qu'à l'époque, les cours des métaux étaient très bas, il n'y avait plus de motivation économique, et ça s'est arrêté. Sur la base de ces indications qui sont très préliminaires, ce sont des cartes au 100 millième, ce n'est pas ultra précis, des investisseurs privés vont prendre des permis. Ça les guide quand même en leur disant, là, il y a des indications qu'il pourrait y avoir de l'or, de l'uranium, du plomb, que sais-je. Ils prennent un permis et ils vont faire de l'exploration. Sauf que l'exploration, déjà, il faut compter, alors c'est des chiffres canadiens, en moyenne, une campagne d'exploration comptait 2 millions de dollars, pendant 3 ans, 6 millions de dollars, ou 5 millions d'euros, si vous préférez. Déjà, vous voyez qu'il faut mettre de l'argent sur la table, mais c'est que le début de l'histoire. Rappelez-vous, investissement moyen avant de mettre en production, c'était tout à l'heure 400 millions de dollars. Ensuite, si on trouve quelque chose au cours de l'exploration, ça c'est des sondages, des tranchées, des choses comme ça, on va faire des études conceptuelles, on va dire, ah bah tiens, les premières indications me montrent que j'ai peut-être un gisement de telle taille, donc il pourrait soutenir une production journalière de temps. Comment ce projet se situe-t-il par rapport à des projets similaires à travers le monde? Parce qu'on a des bases de données qui permettent de faire ça. Donc le plus rapidement possible, j'essaie de voir comment je me situe par rapport au marché, à ma concurrence, etc. Si tout va bien, je vais passer à l'étude de préfaisabilité. Là, je vais cerner tous les paramètres, c'est-à-dire comment je vais exploiter. Est-ce que c'est à ciel ouvert, en souterrain? Est-ce qu'il me faut des camions comme ci, comme ça? Quelle méthode de traitement du minerai? Quels problèmes services rendus par les différentes ressources, y compris dans le domaine environnemental. Quand on parle de technologie verte, il faut être sûr qu'on a bien compris qu'est-ce qui rentre dans la production d'une technologie, qu'est-ce qu'il en sort en termes de déchets, d'émissions, etc. Et ce n'est pas si simple que ça. Regardez ici, par exemple, la quantité d'acier qu'il faut pour produire 1 mégawatt électrique à partir de différentes sources d'énergie. Et on voit que ce qui est proposé comme énergie verte peut être pas tout à fait aussi vert qu'on pourrait le penser. Donc on est passé en gros de
une vingtaine, une trentaine de mégawatts de tonnes d'acier par mégawatt pour un barrage hydroélectrique, à une quarantaine ou une cinquantaine pour une centrale à gaz. Une centrale nucléaire, on est de l'ordre de 50 tonnes d'acier par mégawatt installé. Une centrale au charbon, puis vous voyez que pour une éolienne, on est plutôt à 120, 150 tonnes d'acier pour 1 mégawatt électrique, parce qu'il faut une grosse dalle avec des barres d'acier dans la dalle de béton, le mât, les turbines, les cellules, les nacelles deviennent de plus en plus grosses. Aujourd'hui, on produit en standard des éoliennes qui atteignent 5 à 6 mégawatts de puissance, celles qu'on installe dans les domaines côtiers. C'est des pylônes de 120, 130 mètres. Et puis les centrales solaires à concentration, parce qu'il y a différents types de production d'énergie solaire. Donc il y a ces grands systèmes de miroirs qui concentrent l'énergie solaire vers une tour et font bouillir de l'eau dans une chaudière, génèrent de la vapeur. Ben, tout ça, derrière ça, c'est de la consommation d'acier. Alors la bonne nouvelle, c'est que cet acier se recycle. Mais il faut quand même le produire une première fois. Et là aussi, on a des temps de transit très longs. Hein, donc, vu la boulimie d'énergie du monde, vous voyez que ça a un impact non neutre sur la consommation de matières premières minérales. Regardez ici, par exemple, l'exemple des éoliennes. Donc, il y a différentes technologies pour faire des éoliennes, mais la technologie aujourd'hui la plus intéressante, c'est celle qui utilise des aimants permanents à base de terres rares. Pourquoi ? Parce que ça permet de faire des moteurs dits synchrones, c'est-à-dire que directement, le vent fait tourner la turbine et génère de l'électricité, et il n'y a pas besoin de boîte de vitesse. Alors que des éoliennes à cuivre, à bobinage de cuivre classique, elles ont besoin d'un système de transmission de boîte de vitesse pour réguler la production de courant. Alors ça a des conséquences importantes et multiples. Le principe mécanique ici, avec les aimants permanents aux terres rares, est beaucoup plus simple. Donc le temps moyen entre les pannes, c'est 8000 heures, contre 1500 heures pour les éoliennes. D'après certaines sources dans la littérature, les éoliennes à base de cuivre et de boîte de vitesse. C'est donc des coûts de maintenance qui sont beaucoup plus faibles avec ce type d'éoliennes. Et ça a une grande importance, par exemple, quand on installe des champs d'éoliennes offshore, où les coûts de maintenance sont particulièrement élevés, il faut envoyer un hélicoptère, etc. Voilà. Sauf que le hic, c'est que pour faire 1 mégawatt en moyenne, c'est des chiffres qui sortent d'une étude du département de l'énergie américain, qui est sortie la fin de l'année dernière, il faut à peu près 600 kg d'aimants permanents par mégawatt. Et dans ces aimants permanents, il y a 4,1% de dysprosium, ça fait 25 kg à peu près par mégawatt de dysprosium, qui est une terre rare, mais une terre rare particulièrement rare. C'est-à-dire qu'en moyenne, dans les gisements de terre rare, il y a 1% de dysprosium. Donc la quête pour le dysprosium et les luttes pour le contrôle du dysprosium sont absolument vitales pour l'avenir de l'énergie éolienne, et ça n'a pas échappé à certains grands producteurs. Et il y a fort à penser que demain, l'Occident aura beaucoup de mal à produire des éoliennes parce que les Chinois verrouillent complètement la filière des terres rares. Conclusion, nous avons une économie globalisée, que ça plaise ou que ça déplaise, c'est la réalité du monde, et la question est celle du développement durable. Alors, bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu des gros progrès dans la transparence, dans la gouvernance des grands groupes miniers et métallurgiques occidentaux, essentiellement, à savoir depuis quelque part vers 2002-2003, s'est mis en place sous l'impulsion des Nations Unies une initiative qui s'appelle la Global Reporting Initiative. Si vous tapez ça sur Google, vous allez accéder au site de l'ONG qui gère ça. C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est cette ONG a développé des lignes directrices qui permettent aux entreprises qui le souhaitent, c'est une initiative volontaire, de produire des rapports annuels qui ne soient plus des rapports annuels uniquement basés sur des indicateurs économiques. Mais c'est aussi des batteries d'indicateurs sociaux, de performance sociale et de performance environnementale. Donc là, les entreprises participantes affichent combien elles ont consommé d'eau, combien elles ont consommé d'énergie, combien d'accidents du travail ont-elles eu, combien éventuellement de décès, etc. Les batteries d'indicateurs, et c'est vérifié, certains de ces rapports sont audités par des auditeurs externes et supposés indépendants. Et on voit aujourd'hui que plus de 50% de la production mondiale de cuivre vient d'entreprises qui
ont ainsi très fortement amélioré leur transparence. Alors, par contre, on voit qu'il y a à peu près 0% sur le tungstène et 0% sur l'étain. Si vous rappelez un graphique précédent, vous rappellerez que la Chine est un producteur très important d'étain et de tungstène. En clair, il y a très peu d'entreprises chinoises qui soient aujourd'hui rentrées dans ces principes de transparence qui sont quand même nettement améliorés. On n'est pas dans un monde de bisounours et dans un monde parfait. Je n'ai pas dit que aucune de ces entreprises ne connaîtra jamais un accident ni rien, mais il y a quand même d'énormes efforts qui ont été faits et qui vont dans le sens du développement durable et de la responsabilité sociale. Et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et la question est comment nos marchés, parce qu'aujourd'hui ces entreprises ne sont pas récompensées, elles n'ont pas d'avantage concurrentiel à faire cela. Mais comment pourrait-on faire en sorte que ce qui rentre dans nos économies répondent au minimum à ce genre de choses pour s'assurer que les productions qui sont faites, peu importe où elles sont faites selon des critères environnementaux et sociaux minimaux, responsables et acceptables. Sinon, le monde va à sa perte. Donc les clés vers le développement, c'est mon dernier transparent, les clés vers le développement durable, c'est quoi? Alors c'est l'éducation, l'éducation et l'éducation. C'est vraiment la base. L'être humain, il est au centre de tout. C'est comment nous sommes formés, comment s'est développée notre compréhension, notre vision du monde. Nous sommes tous responsables. Nous consommons tous et notre consommation nous rend responsables du monde qui nous entoure. La recherche, bien entendu, qui est très liée à l'éducation, et ici nous sommes, je dirais, un des cœurs de la recherche française. La transparence, parce qu'il n'y a pas de bonne industrie sans transparence, il n'y a pas d'économie sans transparence. La transparence, c'est aussi rendre compte aux autres, c'est accepter de rendre compte, mais c'est aussi ce qui crée la confiance, et ce qui manque parfois le plus, et ce qui porte un tort énorme à un certain nombre d'acteurs industriels, y compris dans l'industrie minérale, qui a souvent une image très négative dans le public, c'est le manque de transparence, et donc les gens ont des visions ces industries qui sont malheureusement totalement erronées, alors qu'on a besoin d'acteurs responsables, critiques, mais responsables. La gouvernance publique, entrepreneuriale et individuelle. Nous sommes responsables de nos choix, les entreprises sont responsables et les États aussi sont responsables. Alors ça rejoint la formation, parce qu'il n'y a pas de gouvernance sans formation, sans données, sans information partagée. Le développement de la connaissance du sous-sol profond, si vous me posez la question, vous allez peut-être me la poser après, c'est y a-t-il encore des ressources minérales? Est-ce qu'on ne va pas vers un épuisement des ressources? Il y a même eu un livre fait par des collègues centraliens que je connais qui laisse penser qu'on court à notre perte et que nous sommes en train d'épuiser les derniers poils d'atomes de cuivre qui existent. Je m'inscris totalement en faux. En fait, on n'a exploité qu'une couche très fine de la croûte terrestre, dans beaucoup de pays, 100, 200 mètres, exceptionnellement 1000 mètres et un peu plus, mais très exceptionnellement. Or, pour la plupart les atomes ne sont pas liés à la pellicule et aux 100 premiers mètres. Il peut y avoir des concentrations de toutes sortes de matières premières à des profondeurs très variables. Après, il faut les trouver, il faut les exploiter, etc. Mais on a des techniques aujourd'hui, y compris dans des pays très développés comme le Canada, qui permettent d'exploiter à 3000 mètres de profondeur. On sait le faire. En Europe, on exploite aujourd'hui, en Finlande, en Suède, à 1500 mètres de profondeur, en Pologne, à 1300 mètres de profondeur. Et Finlande et Suède sont les pays qui ont les règles environnementales les plus performantes au monde et aussi les règles sociales parmi les plus évoluées au monde et des coûts de main-d'œuvre élevés. Et ça, malgré tout, il y a une industrie minière qui se développe très très bien en Suède et en Finlande. L'amélioration continue des procédés d'exploitation, de traitement des minerais, de métallurgie. J'ai eu le plaisir de voir dans les heures qui ont précédé cette conférence les travaux qui se font ici en matière de séparation des actinides pour gérer les déchets radioactifs et améliorer sans cesse la performance de la gestion du cycle du combustible nucléaire. Mais cette connaissance s'applique exactement de la même manière aux minerais, au traitement des minerais, au traitement des déchets en manière générale, et beaucoup de choses que j'ai vues ici peuvent s'extrapoler ou s'appliquer dans de nombreux autres secteurs de l'économie. Donc on a une jolie pépite.